Bonjour tout le monde. Je suis bien content encore une fois de me retrouver avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me vois pas? Ah voilà, très bien. Voilà, je pense que tout est en place. J'ai le son, j'ai l'image. J'espère que tout le monde va bien dans cette sortie de déconfinement. Et puis, je vais essayer, comme les fois précédentes, de répondre à vos questions. Alors, ben voilà, tout de suite, une première question de la part de Christelle. Pourquoi le stress fait-il directement ou indirectement grossir? Alors, est-ce que le stress fait directement grossir? C'est-à-dire, en fait, est-ce que le stress, sans nous faire manger plus, pourrait nous faire grossir? Bon, pour ça, ben, on n'a pas vraiment de preuves. Il y a quelques études qui suggèrent des choses un petit peu incertaines. On n'a pas véritablement de preuves que le stress pourrait nous faire grossir pour la même quantité de nourriture consommée. Voilà. En revanche, indirectement, oui, le stress peut faire grossir parce que le stress peut faire manger. Mais là, c'est pas si simple que ça quand même. Parce que on a tous des stress et parce que on a tous des envies de manger émotionnelles. Absolument tout le monde. Donc ça, c'est une notion essentielle. On a tous des envies de manger émotionnelles. Les envies de manger émotionnelles sont tout à fait normales. Elles sont même régulatrices. Elles nous font du bien. Elles nous maintiennent à un niveau d'humeur stable. Mais en revanche, le fait de s'opposer à des envies de manger émotionnelles, comme le font la plupart des personnes qui sont dans le contrôle du poids et de la nourriture, risque de transformer les envies de manger émotionnelles en compulsion. Alors pour quelle raison? Les gens vont s'opposer à leurs envies de manger émotionnelles pour des tas de raisons. D'abord parce que la plupart du temps, ça va arriver en dehors des repas et on leur aura peut-être dit que on ne doit pas manger en dehors des repas. Et puis surtout pour une raison encore plus fréquente que celle-là, c'est que les envies de manger émotionnelles ne peuvent être calmées que par des aliments riches, donc des aliments gras et ou sucrés. Donc précisément les aliments que les gens s'interdisent de manger. Donc du coup, ils ne peuvent pas répondre comme il faut à leurs envies de manger émotionnelles, puisqu'ils s'interdisent les aliments réconfortants, ou ils peuvent finalement céder à leurs envies d'aliments réconfortants, mais comme ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils font, c'est-à-dire comme ils vont penser du mal de ce qu'ils font, ces aliments ne sont plus réconfortants. C'est-à-dire que ces aliments deviennent finalement des aliments stressants. Donc essayer de se réconforter avec un aliment qui stresse, ça peut pas fonctionner. Voilà. Et donc du coup, ça devient une compulsion. Et à partir de là, oui, très clairement, le stress peut faire compulser et donc grossir. Donc la réponse, indirectement, oui, le stress peut faire grossir. Voilà, pour Christelle. Et bien sûr, oui, tout ça passe par des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs en jeu. Dans le cas du stress, c'est essentiellement le cortisol. Et ce cortisol va avoir des influences sur d'autres neuromédiateurs essentiels comme la dopamine. Donc tout ça va être complètement déréglé. Et puis ça ne va plus produire le réconfort attendu. Et donc sans le réconfort, on peut pas. Tant que le réconfort ne vient pas, d'une certaine façon, on ne peut pas s'arrêter de manger. Voilà, et on mange beaucoup plus. Alors Bruno, comment tenir la perte de poids sur le long terme? Ah ça, c'est une question de contrôleur, c'est sûr. Comment tenir la perte de poids sur le long terme? Si on est dans le contrôle, eh ben, on peut pas, tout simplement. Les études sont absolument claires sur ce sujet-là. Si on perd du poids en se servant du contrôle, eh ben, la plupart du temps, ça se termine par des pertes de contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce contrôle, on est obligé de le lâcher. Parce que
de la fatigue, parce que du stress, parce qu'un certain nombre d'événements qui vont venir interrompre le contrôle, par exemple aussi tout simplement le surmenage, trop de dossiers, trop de sujets dans la tête, quoi, par exemple, tout simplement. Ou encore, plus simplement que ça, une usure du contrôle, épuisement du contrôle, on n'en peut plus de contrôler, quoi. Bon, donc si on maigrit en se servant du contrôle, eh ben, on sait qu'à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Alors il y a des gens, qui tiennent pas plus de 2 heures. Le record que j'ai vu, moi, c'était 20 ans. Mais on sait qu'en moyenne, au bout de 2 ans, tout le monde a arrêté. Voilà. Au bout de 2 ans, tous ceux qui ont maigri en se servant du contrôle ont repris le poids qu'ils avaient perdu, et même 40% de ceux qui ont perdu ont repris plus qu'ils n'avaient perdu. Voilà. Donc, si on a maigri en se servant du contrôle, l'avenir est sombre. Bruno. En revanche, si on maigrit simplement en remettant en place nos systèmes de régulation, en corrigeant un petit peu les dérèglements qu'on a sur le rassasiement, sur les envies de manger émotionnelles, on réussit à manger moins, mais sans aucun effort de contrôle. Donc ça peut durer jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Alors, Christelle, comment peut-on dire ou savoir pourquoi on devient hyperphagique? Alors, l'hyperphagie, j'en parle souvent. L'hyperphagie, c'est consommer d'énormes quantités de nourriture dans un temps très court. Des quantités que la plupart des gens ne seraient pas capables de manger dans ces circonstances-là, dans les mêmes circonstances, et dans un temps très court, avec un sentiment de perte de contrôle. Donc on ne peut pas s'empêcher de le faire, et quand on le fait, on ne peut pas s'arrêter non plus de le faire. Bon, alors les hyperphagies, il faut distinguer 2 types. La première hyperphagie, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'anesthésie émotionnelle. Donc l'anesthésie émotionnelle, on mange pour calmer des douleurs absolument insupportables, intolérables. Donc là, on s'anesthésie. Le but, c'est pas du tout de rechercher, c'est pas une recherche de plaisir, c'est de calmer de la douleur, c'est de calmer de la souffrance. Bon, alors là, la prise en charge, c'est de s'intéresser à ces souffrances. C'est d'essayer de comprendre comment elles se sont installées, d'où elles viennent, et puis finalement de se guérir de ça. Donc c'est une prise en charge par des psychothérapies qui sont centrées sur l'origine de ces souffrances. Ça, c'est de l'anesthésie émotionnelle, et ce sont les cas les plus rares. Ils sont quand même pas exceptionnels. Ils sont rares, mais c'est les plus rares, mais ils ne sont pas exceptionnels. Et puis, on a un autre type d'hyperphagie, c'est ce qu'on appelle le trouble du réconfort sévère, cette fois. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de se réconforter avec des aliments stressants, et on n'y arrive pas. Et parfois, ça peut prendre la même forme, la même forme que l'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire des formes absolument fulgurantes, quoi, où on peut manger des quantités de nourriture gigantesques. Et là, le traitement, c'est un travail sur le comportement alimentaire. Donc, amener de la sécurité, se permettre de manger toutes sortes d'aliments et se sentir en sécurité avec tous les aliments qu'on consomme. Voilà. Je schématise. Voilà. C'est un peu les deux cas qu'il faut pouvoir distinguer. Et donc, effectivement, pour Christelle qui demande est-ce qu'une maman peut transmettre un comportement hyperphagique à son enfant, ou est-ce lié à son histoire? Eh ben, en fait, voilà, j'ai déjà un peu donné la réponse. Si l'hyperphagie, c'est de l'anesthésie émotionnelle, et par exemple lié à un trauma, eh ben là, c'est pas la maman. Ça peut être la maman, bien sûr, qui est à l'origine du trauma, mais pas forcément. Ça peut être toutes sortes de traumas. Par exemple, ça peut être des abus sexuels qui ont eu lieu en dehors de la famille. Ou alors, effectivement, ça peut être transmis par la maman ou par le papa, si le papa et la maman sont eux-mêmes des modèles de restriction pour l'enfant. Et généralement, les enfants se contrôlent beaucoup moins bien, c'est ce qui est normal, ils n'ont pas les capacités de contrôle les mêmes que celles des adultes. Voilà. Alors...
Est-ce que la seule façon de perdre les adipocytes excédentaires est la liposuction? D'une certaine façon, oui. Une fois que quand on grossit, on a dit qu'on pouvait grossir, pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes peuvent grossir en fabriquant de nouveaux adipocytes. Donc ils se retrouvent avec plus d'adipocytes. Et là, la seule façon de les faire disparaître, c'est effectivement de les retirer chirurgicalement, quoi. Mais ça reste des moyens relativement limités, parce que la liposuction, la chirurgie, n'a accès qu'à des graisses de surface. On ne peut pas aller chercher les graisses profondes, celles qui sont à l'intérieur de l'abdomen, qui sont finalement les plus importantes, souvent, en quantité, et qui sont aussi celles qui créent les complications métaboliques. Donc on va avoir affaire qu'à des graisses de surface. Donc finalement, oui, on peut perdre du poids, mais ça reste relativement limité et on ne peut pas tronçonner les gens dans tous les sens, leur en enlever dans tous les coins, les cuisses, les bras, les joues, le cou, le menton, etc. Bon. Et puis, l'autre problème, c'est que si ça n'est pas accompagné d'un travail sur le comportement alimentaire, et qu'on a affaire à des personnes qui ont des comportements déréglés, qui continuent à fabriquer des adipocytes, on a beau leur en enlever d'un côté, ils continuent à en fabriquer d'un autre côté. Donc on peut le faire, et ça peut parfois donner des résultats satisfaisants, mais ça doit quand même s'accompagner d'un travail sur le comportement alimentaire pour ne pas se remettre à fabriquer des adipocytes. Voilà. Alors Karine demande si une fois que finalement on a pris du poids, finalement c'est enregistré dans la mémoire du corps et que ensuite il devient impossible de revenir à un point inférieur. Alors non, pas forcément. Ça dépend de la génétique de chacun. Il y a des gens, comme je viens de le dire, qui grossissent en fabriquant des adipocytes. Donc eux, quand ils grossissent, ils ajoutent de nouvelles cellules à leur corps. Ils n'ont plus le même nombre de cellules qu'avant, ils en ont plus qu'avant. Donc ils vont augmenter leur poids d'équilibre, parce que ces cellules, une fois fabriquées, ne disparaissent pas. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui vont grossir en augmentant la taille de leurs cellules. Et celles-là peuvent revenir à leur poids d'équilibre parce qu'elles ont le même nombre de cellules. Donc, en mangeant normalement à leur faim, elles vont un peu réduire la taille de leurs cellules et revenir à leur poids d'équilibre. Bon, alors les choses ne sont pas aussi schématiques que ça. D'abord parce que ces deux populations dont je viens de parler sont finalement des populations assez minoritaires. Et la majorité des personnes vont grossir en combinant les deux phénomènes. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois fabriquer des cellules et à la fois augmenter la taille de certaines de leurs cellules. Donc ils pourront perdre une partie du poids qu'ils auront pris, mais combien, on ne sait pas. Ce sera en proportion de ce qu'ils auront pris, soit en multipliant les cellules, soit en accroissant la taille de leurs cellules. Voilà. Et les choses sont même encore un peu plus complexes parce que selon les zones du corps, on peut grossir d'une façon ou d'une autre. Donc, dans certaines zones du corps, on peut grossir en multipliant les cellules, et puis dans d'autres zones du corps, on peut grossir en augmentant la taille. Ce qui fait que quand on va maigrir, on va pas retrouver exactement le corps d'avant, la même morphologie. En fait, on va avoir une morphologie un peu différente, quoi. Voilà. Alors, il faut donc accepter de se réconforter avec la nourriture. C'est une question, faut-il accepter? Ben oui, il faut accepter parce que c'est un phénomène absolument normal. Les envies de manger émotionnelles sont des phénomènes tout à fait normaux. Tout le monde en a, absolument tout le monde. Véritablement, celui qui dit qu'il n'en a pas, c'est tout simplement qu'il ne sait pas les reconnaître. Une envie de manger émotionnelle, ça peut être aussi bien déclenché par des émotions agréables que désagréables.
Et pour vous dire à quel point tout le monde en a, quoi. Et que les gens ne savent pas que ce sont des envies de manger émotionnelles. Quand, par exemple, vous allez au restaurant et qu'à la fin du repas, vous commandez un café. Et on vous sert le café, généralement, avec un petit carré de chocolat. Bon, ben là, c'est sûr que c'est pas de la faim. Ce qui nous fait manger à ce moment-là, c'est sûr, c'est vraiment plus la faim. Ça, c'est aussi une envie de manger émotionnelle. C'est-à-dire que elle a été provoquée par un état agréable. En fait, en mangeant le chocolat, on renforce l'état agréable produit par le repas. Et certains le font avec du chocolat, mais il y en a d'autres, par exemple, qui faisaient ça avec du tabac. Les fumeurs font ça après les repas. Ils fument la cigarette de fin de repas. Ça ponctue en quelque sorte le repas. Il y en a qui ponctuent avec du chocolat. Et ça n'a pas d'incidence sur le poids. Voilà. Sauf si ça devient des compulsions, évidemment, comme d'habitude. C'est-à-dire que si on s'y oppose, au lieu d'un carré de chocolat, on peut manger une demi-tablette ou une tablette. Et à ce moment-là, oui, ça va avoir une incidence. Évidemment. Donc oui, c'est vraiment important. C'est vraiment un sujet, ça. Hein. Il faut absolument accepter les envies de manger émotionnelles. Et ça veut dire s'entraîner à y répondre de manière adéquate. C'est pas se bagarrer et finalement céder. C'est pas y aller à contre-cœur. C'est véritablement répondre et accompagner ces envies de manger émotionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire répondre? Je ne le dirai jamais suffisamment. Ça veut dire, apporter à l'envie l'aliment qu'elle a réclamé, c'est-à-dire que si votre envie vous réclame du chocolat, vous ne pouvez pas la calmer avec des artichauts, ça ne marchera jamais. Mais à l'inverse non plus d'ailleurs, hein, si vous avez une envie d'artichaut, vous ne calmerez pas votre envie d'artichaut avec du chocolat. Donc il faut apporter à l'envie l'aliment qu'elle nous réclame, ce qui n'est pas si évident que ça pour des personnes qui se privent de manger les aliments riches. Et les envies de manger émotionnelles réclameront toujours des aliments riches. Ça réclamera jamais des artichauts ou des asperges. Donc déjà, voilà, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut manger en se concentrant sur les sensations que ça procure. Donc le goût, le passage de l'aliment dans le corps, le plaisir sensoriel, enfin toutes les sensations qu'on peut ressentir quand on mange un aliment, n'importe lequel. Il faut être là, il faut se concentrer. Enfin, c'est pas une grande concentration, mais il faut être présent à ce qu'on fait, quoi. Et puis, il faut pouvoir manger cet aliment dans un climat de sécurité alimentaire. Ça veut dire sans se faire de reproches, sans s'inquiéter de rien. Et là aussi, c'est un entraînement. C'est pas quelque chose de si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir au début, et au début c'est un vrai travail, hein, réussir à écarter de son esprit toutes les pensées de jugement et tous les reproches, toutes les critiques qu'on peut se faire. Voilà, pour essayer de manger en étant le plus attentif possible, non pas à tous ces jugements et à tous ces reproches, mais précisément attentif aux sensations alimentaires qui, elles, vont produire le rassasiement. Le rassasiement dépend de ça, en fait. Il dépend de l'attention qu'il y a sur les sensations alimentaires. Alors, Anne nous dit qu'elle a un sommeil difficile et du mal à s'endormir. Donc, du coup, je reste éveillé et la faim apparaît ou des envies de manger émotionnelles. Et le problème, c'est que j'ai pris l'habitude de manger la nuit, du coup, j'ai du mal à m'endormir, le ventre léger. Ah oui, ça veut dire que pour s'endormir, il faut avoir le ventre lourd, du coup. C'est ce que j'en déduis, quoi. Alors, oui, là, je pense qu'on est dans un comportement compulsif, en réalité. C'est-à-dire que là, ça peut arriver à des tas de gens d'avoir du mal à s'endormir et puis d'avoir une petite envie de manger émotionnelle. Donc en général, si tout se passe bien, si ce ne sont pas des mangeurs déréglés, ils vont attraper un petit quelque chose, pas grand-chose, un petit truc, quoi. Ça va les réconforter et en général, ça les apaise, ça peut même les aider à s'endormir. Mais si on est dans ces processus que je viens de décrire, de lutte contre les envies de manger émotionnelles, à ce moment-là, elles se transforment en compulsion. Ça peut produire des quantités très importantes.
Et là, on dort pas forcément bien. On dort pas forcément bien parce que on est physiquement pas bien, on est plein, on est en pleine digestion, c'est compliqué. Et puis parce que psychologiquement, une compulsion, ça n'apaise pas. Une compulsion, ça crée du stress. Donc finalement, on a fabriqué du stress supplémentaire, ce qui n'est pas une bonne idée pour quelqu'un qui a du mal à s'endormir. Voilà. Alors comment sortir de là? Eh ben, toujours la même chose, hein. Il faut faire ce travail de réconciliation avec la nourriture, avec tous les aliments, et être capable de les manger de façon complètement sereine. Et là, on en mange beaucoup moins, évidemment. Alors, Nathalie nous demande, mais comment faire pour ne pas manger chaque fois qu'on stresse? Et ne plus se lever la nuit, même. Comment faire pour ne pas manger chaque fois qu'on stresse? Il faut sortir du contrôle, justement. Le problème du contrôle, c'est que ça nous rend beaucoup plus vulnérables à nos émotions. En fait, c'est compréhensible si on sait si je rappelle tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il est normal de se réconforter avec de la nourriture. C'est un phénomène tout à fait régulateur et véritablement complètement normal. C'est-à-dire que il est tellement normal que ce serait aussi anormal de s'opposer à ses envies de manger émotionnelles que de s'opposer à sa faim. Voilà. S'opposer à la faim, tout le monde conçoit que c'est pas quelque chose de normal. On ne peut pas lutter contre sa faim. Eh bien, on ne doit pas non plus lutter contre les envies de manger émotionnelles parce qu'elles sont complètement normales. Mais si on le fait, si on commence à lutter contre les envies de manger émotionnelles, si on met du contrôle sur la nourriture, il faut comprendre que le contrôle est un stress. Alors on le sait, parce que si on mesure les hormones du stress, eh ben, elles sont beaucoup plus importantes, en concentration beaucoup plus élevée, chez les personnes qui se contrôlent. Par exemple, normalement, après un repas, le cortisol, qui est un marqueur du stress, chez une personne normale, le cortisol diminue. C'est-à-dire que le repas a eu un effet apaisant. Mais chez une personne qui se contrôle, le repas a un effet stressant. C'est-à-dire que quand on dose le cortisol après le repas, chez ces mangeurs-là, contrôleurs, le cortisol est plus élevé. Donc c'est le repas qui les a stressés. Bon. Et en fait, le contrôle met les gens en position de stress permanent. Ils ont un stress constant. Voilà. Plus ou moins, hein, pas forcément toujours très important, et parfois ça peut être très important. Eh bien, ça nous rend beaucoup plus vulnérables à nos émotions. C'est-à-dire que ça va déclencher ce qu'on appelle de l'impulsivité alimentaire. C'est-à-dire que la moindre contrariété va déclencher une levée du contrôle et une envie de manger émotionnelle. Et évidemment, ce seront toujours des envies de manger émotionnelles qui se transformeront en compulsions. Donc les compulsions étant elles-mêmes des facteurs de stress, elles produisent d'autres envies de manger émotionnelles auxquelles si on ne répond pas comme il faut, eh bien, elles se transformeront elles aussi en compulsions. Et là, on a un cercle vicieux, quelque chose qui peut durer comme ça pendant des heures, des jours, des semaines, avant de pouvoir s'arrêter. Voilà. Donc finalement, c'est de lutter contre les envies de manger émotionnelles qui va produire le plus d'envies de manger émotionnelles, et c'est de répondre aux envies de manger émotionnelles correctement qui va faire diminuer les envies de manger émotionnelles. Le but, ça ne peut pas être de les faire disparaître. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment pas essayer. Le but, c'est à chaque fois d'y répondre comme il faut et de faire diminuer nos envies. Voilà. Le but de tout le travail, c'est de faire diminuer les envies de manger. Et pour faire diminuer les envies de manger, eh ben, la bonne stratégie, c'est pas de s'opposer à ces envies. Ça, c'est le meilleur moyen pour qu'elles augmentent. Plus je lutte contre les envies, et plus mes envies augmentent. Et donc, la meilleure stratégie pour faire diminuer les envies de manger, c'est d'apprendre à y répondre correctement chaque fois qu'elles se présentent. Et c'est comme ça qu'elles diminuent et qu'elles dégringolent même. On en a de moins en moins. Voilà. Mais
on peut jamais arriver à 0, ça c'est pas possible. 0, ça veut dire qu'on est mort. 0 envie de manger, c'est qu'on est mort. Donc voilà, on peut se rassurer déjà en se disant que si on a envie de manger, c'est qu'on est vivant. Alors, Cassis dit que indépendamment de la culpabilité des calories consommées, ce type d'alimentation me rend spécialement fatigué et angoissé. Bon, est-ce possible? Ben oui, c'est possible, c'est ce que je viens d'expliquer. Ce type d'alimentation, le contrôle, cette alternance finalement de contrôle et de perte de contrôle, c'est un facteur de stress immense et d'épuisement psychique même. Alors je parle même pas de l'épuisement physique du fait de la compulsion qui fait manger énormément et qui est un épuisement pour le corps aussi. Parce qu'il faut tout digérer, ça prend quand même beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie aussi de digérer. Donc si on a absorbé des quantités importantes, et ben oui, ça crée de la fatigue physique et puis ça crée une fatigue mentale qui est liée au stress de la compulsion. Alors, Oriane entend des personnes grosses dire qu'elles sont grosses parce qu'elles aiment les bons plats du terroir, bien gras, non healthy, et que du coup, bah, ça se voit. Voilà. Ce qui est finalement erroné, car ce que vous dites, c'est qu'aucun aliment ne fait grossir, et c'est la quantité qui joue. Alors, en fait, je n'ai pas dit qu'aucun aliment ne faisait grossir, j'ai dit que tous les aliments faisaient grossir, ce qui n'est pas tout à fait pareil quand même. Hein. Tous les aliments font grossir, mais c'est normal, c'est la fonction d'un aliment. Un aliment, ça nous fait grossir. Alors, il faut quand même comprendre que tous les jours, on maigrit. Tous les jours, on brûle des calories. Tous les jours, je brûle 2000 calories. Donc, ça veut dire que tous les jours, je maigris de 2000 calories. Par conséquent, pour quelqu'un qui veut maintenir son poids, il faut que chaque fois, il mange suffisamment pour regrossir de 2000. Donc, en fait, il va consommer pour ça, il consomme des aliments qui font grossir. Plus ou moins, selon les calories qu'ils apporteront. Mais tous les aliments font grossir. Un radis, ça fait grossir. Beaucoup moins qu'une tranche de pâté. Mais ça fait grossir quand même. Voilà. Tous les aliments font grossir. Voilà. Et on peut tout à fait maintenir un poids normal et stable en étant un passionné de plats du terroir, en étant extrêmement gourmand, en aimant aussi bien les plats riches que les plats moins riches. Voilà. On a démontré, moi j'ai cité ça des quantités de fois, on peut faire maigrir les gens en mangeant que des aliments riches, que des frites et que des pizzas. On a des expériences pour ça qui l'ont démontré, au-delà des expériences personnelles d'ailleurs. Et puis, on peut faire grossir les gens en leur faisant manger des quantités astronomiques d'aliments pauvres, c'est-à-dire des fruits et des légumes. On peut grossir aussi comme ça. C'est parce que c'est effectivement la quantité qui va compter. Alors, pourquoi y a-t-il des personnes qui se moquent de la nourriture, de ce qu'elles mangent et qui ne sont pas tentées, alors que d'autres, comme Nathalie, sont finalement extrêmement attirés. Ça, c'est un phénomène. Bon, alors, au-delà de l'intérêt que chacun peut avoir pour chaque chose, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on lutte contre une envie, et plus l'attrait pour la nourriture augmente. Pour des raisons physiologiques. C'est-à-dire que une envie, c'est une sécrétion de dopamine. Le cerveau détecte un besoin, ça peut être un besoin de calories, ça peut être un besoin de nutriments, de vitamines, d'un sel minéral, par exemple, le calcium, des choses comme ça, ou ça peut être un besoin aussi émotionnel. Bon. Donc à partir du moment où le cerveau va détecter un besoin, il va sécréter un neuromédiateur, qui est la dopamine, qui va déclencher l'envie de satisfaire le besoin. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le besoin se manifeste, il faut en plus il faut que le cerveau déclenche cette envie de calmer le besoin. Et ça, c'est la dopamine. On a des modèles d'animaux
qui n'ont pas du tout de dopamine. Eh ben, ces animaux-là n'ont plus envie de rien. On peut les mettre à côté d'une montagne de nourriture. Ils vont avoir faim. Alors, comment on sait qu'un animal a faim? Parce qu'on dose sa glycémie, tout simplement. C'est pas lui qui va dire j'ai faim. Donc, on dose sa glycémie, on sait qu'il est en état de faim. On le met à côté d'une montagne de nourriture, à côté. Il n'a aucune envie de se nourrir. Il faut qu'on le nourrisse à la cuillère ou à la paille. Mais en revanche, si on le pose sur la montagne de nourriture, là, il mange. C'est-à-dire qu'il n'a aucune motivation à aller se nourrir, parce qu'il n'a pas la dopamine. Mais en revanche, s'il n'a aucun effort à faire, c'est-à-dire si la nourriture s'il est sur le tas de nourriture, ben là, il va se nourrir. Voilà. Bon, et donc, si je lutte contre mes envies de manger, ben, ce qui va se passer, c'est que ma dopamine va augmenter. Donc, mes envies vont augmenter. C'est-à-dire, plus je lutte contre mes envies, plus je fais monter ma dopamine. Et plus la dopamine augmente, et plus mes envies augmentent. Et donc, ça va déclencher deux choses. D'une part, ça augmente l'envie de manger. Et d'autre part, ça augmente les obsessions alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau se focalise sur la satisfaction du besoin. Parce que la nature a bien fait les choses. Elle s'est dit, ça suffit pas que les gens aient envie de manger. En plus, il faut être sûr qu'ils le fassent. Donc, on va s'arranger pour qu'ils ne pensent plus qu'à ça. Et donc, la dopamine, c'est aussi un neuromédiateur de l'attention. C'est très impliqué, par exemple, dans les troubles de l'attention chez les enfants hyperactifs qui ont des troubles attentionnels. Et ce neuromédiateur, en fait, va faire en sorte, la dopamine, que toute l'attention soit focalisée sur la satisfaction du besoin. Alors, je raconte souvent, pour illustrer cette expérience qu'on a appelée l'expérience du Minnesota, et qui a été faite après la guerre sur un certain nombre de volontaires qu'on a dénutris. On leur a fait perdre 25% de leur poids. Et bien, ce que disaient ces volontaires, c'est que la plus forte souffrance de l'expérience ne venait pas de la faim. C'est pas de la faim qu'ils se plaignaient le plus. Ils se plaignaient le plus de ne penser qu'à la nourriture. Ils ne pensaient plus qu'à ça. Toute la journée, leur pensée était tournée vers la nourriture. Donc, ils lisaient par exemple des livres de recettes. Quand ils allaient au cinéma, ils s'intéressaient plus du tout aux films, ils regardaient que ce que les gens mangeaient, que ce que les acteurs avaient dans leur assiette, etc., etc. Bon. C'était des obsessions alimentaires. Et aujourd'hui, on a des personnes qui consultent, non pas parce qu'elles n'ont pas le poids qu'elles veulent, parce qu'en réalité, elles maintiennent le poids avec de très très gros efforts de contrôle, mais ces efforts de contrôle sont assortis de ces obsessions alimentaires. Donc elles viennent parce qu'elles se plaignent de ces obsessions. Alors malheureusement, pour se débarrasser de ces obsessions, il faut retirer le contrôle. Voilà. Et sans le contrôle, on revient automatiquement, mécaniquement, à son poids d'équilibre. Donc si le contrôle les a amenés sous leur poids d'équilibre, elles vont reprendre du poids et revenir jusqu'à leur poids d'équilibre. Mais il n'y a que au poids d'équilibre, maintenu sans contrôle, qu'on peut se débarrasser des obsessions pour la nourriture et de cet intérêt dont parlait Nathalie. Voilà, on ne pense plus qu'à ça. Alors, comment on sait si on a, quand on grossit, on a multiplié les cellules ou on a augmenté leur taille? C'est-à-dire finalement, la question c'est comment est-ce qu'on sait où est le poids d'équilibre finalement? Et ben c'est uniquement en faisant ce travail sur les sensations de faim et de rassasiement. Parce que la fonction de la faim et la fonction de la satiété, la faim et la satiété, c'est de nous ramener systématiquement sur le poids d'équilibre. Même si ce poids d'équilibre s'est déréglé. C'est-à-dire que
Si à 20 ans, le poids d'équilibre c'est 55 kg, la faim nous ramène à 55 kg. Voilà, si on maigrit un peu, paf, on a plus faim, on revient à 55. Si on grossit un petit peu, on a moins faim, on revient à 55. Elle nous ramène systématiquement sur le poids d'équilibre. Et s'il est à 55, ben on revient tout le temps sur 55. Bon. Et puis si progressivement au cours de la vie, pour toutes les raisons dont on a parlé, le poids d'équilibre se dérègle et augmente, ben, si à 50 ans il est passé à 90 kg, la faim nous ramène à 90 kg. Bon. Donc pour savoir où le poids d'équilibre se trouve, il faut faire ce travail sur la faim et sur la satiété. Donc ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont perdre du poids, c'est-à-dire le poids qui correspond à l'augmentation de la taille de certaines de leurs cellules. Et puis au bout d'un certain temps, la perte de poids va s'arrêter. Et si les gens là, à ce moment-là, sont capables de dire, j'ai quand même l'impression de manger tout à fait normalement, je fais pas de compulsion, je me rassasie avec des quantités absolument normales, je mange absolument de tout et de manière totalement sereine. Voilà, donc j'ai perdu du poids, j'ai normalisé mon rapport avec la nourriture et puis j'en perds plus. Et ben c'est que on est arrivé au poids d'équilibre. C'est là qu'il se trouve. Voilà, donc ça se découvre finalement en cours de route, quoi. Il faut travailler dessus pour pouvoir le découvrir. On ne le connaît jamais d'avance. Alors, est-ce que la fatigue et ça c'est Hibiscus pose la question, est-ce que la fatigue de fin de journée et le manque de sommeil peuvent faire grossir? Alors, c'est un peu la même question qui a été posée sur le stress. Est-ce que le stress fait grossir? On peut pas vraiment, pour le moment, on peut pas vraiment trancher. On peut pas vraiment dire le sommeil que finalement c'est le fait de dormir peu ou insuffisamment qui fait grossir. Mais en revanche, le fait de manquer de sommeil nous fatigue et va produire des envies de manger émotionnelles. Ça, voilà, c'est sûr. Donc indirectement, c'est sûr que le déficit de sommeil peut avoir un effet. Et c'est pareil pour la fatigue de fin de journée. Et c'est normal d'être fatigué en fin de journée. On est quand même plus fatigué à la fin de la journée qu'au début. C'est-à-dire qu'on est quand même plus fatigué, moins fatigué quand on se lève que quand on se couche. Ce qui est un peu logique. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a beaucoup moins d'envie de manger émotionnel en début de journée et qu'on en a beaucoup plus en fin de journée. Donc c'est toujours en fin de journée que on a les envies de manger émotionnelles et les compulsions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand on fait certaines de nos expériences, on les fait le matin ou le midi pour être moins exposé aux envies de manger émotionnelles. Quand on fait des expériences sur la faim, sur ce qu'on appelle aussi le rassasiement sensoriel spécifique, on fait toutes les expériences plutôt en début de journée parce qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a moins d'envie de manger émotionnelle. Et quand on fait les expériences le soir, à cause des envies de manger émotionnelles, parfois elles peuvent assez mal se passer. Alors Gracia dit qu'elle a des intolérances alimentaires et des intolérances et des allergies. Donc elle se prive de ce type d'aliments qui lui font du mal. Mais évidemment, plus elle se prive de ce type d'aliments et plus elle en a envie. Bon, là, il n'y a pas tellement de solutions. Hein. Si des aliments sont mauvais pour la santé, il n'y a pas tellement de solutions que de les diminuer quand c'est possible, ou parfois on est obligé de les supprimer parce que parfois, moi, personnellement, quand j'étais jeune, je faisais des allergies à certains aliments et là je faisais des œdèmes de Quincke, c'est-à-dire je m'étouffais et si j'avais pas le traitement, je mourais. Donc là, c'est pas très compliqué, ça donne pas du tout envie de les manger. Voilà. Bon, et puis le problème, c'est que il y a d'autres aliments qui créent pas des situations aussi dramatiques, mais qui créent beaucoup d'inconfort, qu'on est peut-être obligé de diminuer ou de supprimer. Et là, on n'a pas tellement le choix, quoi. On n'a vraiment pas le choix. Ou alors, il faut accepter l'inconfort que ça produit, ce qui peut être aussi une solution. Hein. Et effectivement, pour certains aliments, il y a ce qu'on appelle un effet dose, c'est-à-dire que
l'inconfort est proportionnel à la quantité d'aliments consommés. Et ben, ça peut être aussi une solution d'accepter un certain degré d'inconfort pour s'autoriser à consommer ce type d'aliments. Voilà, c'est pas très agréable, quoi. Alors, quel est le degré d'intensité entre l'envie de manger émotionnelle et la compulsion? Bon, c'est une bonne question. Et en fait, la compulsion ne se définit pas par la quantité. La différence, en fait, entre les deux, c'est que, enfin, il y en a plusieurs, mais je dirais que la principale différence, c'est que l'envie de manger émotionnelle est régulatrice, alors que la compulsion ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, généralement, quand l'envie de manger émotionnelle se produit, c'est qu'il y a un petit coup de fatigue, un petit coup de stress, ça déclenche une envie de manger émotionnelle, on consomme un aliment réconfortant, et ensuite on va mieux. Donc c'est régulateur, on va mieux qu'avant. On a régulé des émotions, on a régulé quelque chose, des émotions, ouais, ça va mieux. Alors que la compulsion n'est pas régulatrice. En général, après la compulsion, on va moins bien qu'avant. On a encore dégradé davantage son humeur. C'est pas régulateur. Et c'est pas une histoire de quantité. Ça peut être avec un carré de chocolat. C'est-à-dire, je peux compulser sur un seul carré de chocolat, mais le stress et la culpabilité que ça va générer vont empêcher que ce carré de chocolat soit régulateur et me fasse véritablement du bien. Voilà. Et finalement, c'est essentiellement ça, ce qui fait la principale différence entre les deux. Alors, bon, là, Céline nous dit qu'elle est dans le programme, elle suit le programme depuis 6 mois. Elle a, semble-t-il, peu de compulsions, pas l'impression de manger beaucoup, et pourtant elle ne perd pas de poids. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui empêcheraient le corps de se réguler, de revenir à son poids d'équilibre? Bon. Alors, Céline, je ne peux pas répondre à cette question pour vous. C'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on discute tous les deux et puis que j'examine de très près votre façon de manger pour savoir si finalement elle est si normale que ça ou si il y a toujours un certain nombre de dérèglements. Mais voilà, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le poids d'équilibre, c'est déjà le poids auquel on se trouve. Si on a grossi en ne faisant que multiplier des cellules, il y a des gens, c'est une minorité de personnes, mais elle existe, il y a des gens qui ne grossissent que de cette façon-là. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils prennent du poids, ils ajoutent des cellules. Et donc, chaque fois qu'ils prennent du poids, ils augmentent le poids d'équilibre. Et donc, finalement, même en mangeant moins, alors pour des raisons que je reviendrai dessus un jour, mais même en mangeant un peu moins et plus normalement, ils ne perdent pas de poids. Parce qu'ils étaient déjà à leur poids d'équilibre. Donc, ils ne perdront pas de poids. Voilà. Alors ça, c'est quand même une minorité. Hein. Ce sont les cas les plus graves, et heureusement minoritaires, mais c'est évident que dans une population de personnes en surpoids, ces personnes-là, on va en rencontrer beaucoup quand même. Puisque nous, on a forcément les cas les plus compliqués. Alors, Bruno qui dit « Waouh, le premier carré de chocolat devant le film du soir va forcément amener le deuxième, et le deuxième, le troisième, et le troisième, le quatrième, et tout cela en culpabilisant. » Donc, comment limiter ces envies de manger émotionnelles, c'est-à-dire s'arrêter au premier carré de chocolat? Et bien là, on est sûr que ça ne va pas le faire. Alors là, on est vraiment sûr que ça ne va pas le faire. Pour 2 raisons importantes. La première, c'est que si on mange le chocolat devant son film, on n'a pas l'attention qu'il faut. Donc on se fait avoir. Pour le cerveau, c'est comme si on n'avait pas mangé. Mais on se fait tous avoir. Même moi, je peux me faire avoir. Si je mange des gâteaux devant mon ordinateur, au bout d'un moment,
J'ai la main qui cherche les gâteaux et il n'y a plus de gâteaux. Où est-ce qu'ils sont passés? Dans mon estomac. J'ai pas imprimé. Voilà. Donc j'en ai mangé un, je me suis pas rendu compte de rien, j'en ai pris un deuxième, et puis il n'y a rien, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gâteaux sur la table, ils sont tous dans mon estomac. Voilà. Et ça m'arrive encore, quelques fois, parce que je me crois plus malin. Des fois, je me dis, ça peut pas m'arriver, je suis trop averti, je peux me le permettre. En réalité, pas plus que les autres, c'est exactement pareil. Voilà. Et là, je suis pas content parce que j'ai l'impression d'avoir gâché mes gâteaux. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si je les avais jetés, quoi. Donc, je suis pas content. Bon, donc en fait, voilà. Déjà, premier problème, quoi. Et puis le deuxième problème, c'est de se dire d'emblée, il faut pas que je mange plus d'un carré. C'est déjà un facteur de stress. Et si je me dis ça, si je me dis je vais manger du chocolat, mais pas plus d'un carré, où est mon attention? Elle n'est pas du tout sur mes sensations alimentaires. Elle est sur mes efforts de contrôle. Je vais mettre toute mon attention à essayer de ne pas dépasser ce carré. Donc, je mets plus aucune attention, ou très peu, sur mes sensations alimentaires. Et donc, je ne fabrique pas le rassasiement. C'est-à-dire que ce premier carré ne me rassasie pas. Alors, si en plus de ça, je me culpabilise, donc ça veut dire que j'ai mon. Enfin, je veux dire, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je cherche à me réconforter avec un aliment qui me stresse. C'est pas faisable. C'est évidemment pas faisable. Donc, il va m'en falloir un deuxième, un troisième, un quatrième, et voilà, jusqu'à la fin de la tablette parfois. Voilà. Bon, donc c'est tout. Comment sortir de là? C'est pas en limitant les envies de manger émotionnelles. Ça, ce sont des envies. En plus, ce sont des envies de manger émotionnelles ultra sympas. Ce sont des envies de manger émotionnelles qui sont produites par des émotions positives. Ce genre d'envie, je les ai tous les jours, tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs après le dîner, j'ai une petite envie de manger émotionnelle, sympa, qui me fait m'orienter vers un petit truc sucré. Ça peut être vraiment n'importe quoi, un carré de chocolat, un petit biscuit, parfois un bonbon des enfants, enfin vraiment, ça peut être des tas de choses différentes. Et je mange ça au calme, je m'assois, je me pose et je déguste. J'ai jamais fait de compulsion, jamais. En revanche, si je m'interdisais de le faire, ou si je mangeais ces sucreries en me culpabilisant, là c'est sûr que comme tout le monde, comme tous ceux qui sont dans ces difficultés, moi aussi je ferai des compulsions. Voilà. Donc il faut complètement sortir de là, de ce schéma-là. Au bout de combien de temps le fait de cesser de se contrôler permet-il de diminuer le stress et les envies de manger? Alors là, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Ça peut être extrêmement, mais alors vraiment, ça peut être fulgurant quelquefois. Ça, c'est vraiment incroyable. Parfois, on lève le contrôle et en 15 jours, un mois, on observe une diminution du stress. Bon, maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans le contrôle depuis, je pense que moi j'ai vu des records de 60 ans. J'ai traité ma doyenne, je pense qu'elle devait avoir 73 ans. Et elle était dans le contrôle depuis l'âge de 8 ans. Donc, ça fait 65 ans de contrôle. 65 ans de contrôle, c'est pas si facile que ça d'en sortir. Donc, ça va dépendre de la durée du contrôle. Et puis, ça va dépendre aussi de l'intensité du contrôle qu'on s'est imposé. C'est pas la même chose de s'être imposé des petits contrôles light ou d'être dans un contrôle extrêmement sévère. Voilà. Donc, la réponse, c'est pas si évident. Ça dépend du type de contrôle, en fait. Florence, j'ai eu envie de chocolat hier soir à la fin de mon repas. Et je n'ai pas réussi à m'arrêter après le carré. Alors j'en ai mangé un deuxième. Peut-être pour combler un vide à ce moment-là. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment. Je crois que ça s'est fini par la tablette. Non, c'est pas pour combler du vide. C'est même pour remplir du plein. C'est-à-dire que c'est ce carré de chocolat, ces envies émotionnelles du soir devant la télé dont vous parliez
tous, et dont moi aussi je vous parle d'ailleurs, parce qu'on on est très nombreux à avoir ça, c'est fait pour augmenter un état de détente. C'est-à-dire que le repas, normalement, va produire un état de détente, je vous ai expliqué, après un repas, si on n'est pas, si on n'est pas dans le contrôle, on a une détente automatique, avec une diminution du cortisol. Et ce petit carré de chocolat qui nous tente tous, ou cette petite sucrerie qui nous tente tous dans la soirée, c'est parce qu'on est très détendu et qu'on va chercher encore à augmenter la détente. Un peu plus, ça sera un peu plus mieux que mieux, quoi. Voilà. Sauf que si c'est du chocolat stressant, ça marche plus. Et là, ça devient une compulsion. Voilà. Mais cette envie de manger émotionnelle du soir, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est pas parce qu'on a vécu un drame dans la journée. C'est pour augmenter l'état de détente naturel, habituel du dîner. Voilà. Et pareil, là encore, hein, je le disais tout à l'heure, les fumeurs, bah, eux, ils prendront une cigarette. Et quand ils arrêtent de fumer, d'ailleurs, ils se mettent à fumer du chocolat. Alors, comment faire pour pas en manger trop? Est-ce qu'il faut faire de la pleine conscience, de la relaxation, ou que ce soit? Non, c'est pas ça. Pour ne pas en manger trop, il faut, un, s'autoriser à manger de l'aliment que l'envie nous a réclamé, deux, se concentrer sur les sensations que ça procure, trois, écarter toutes les pensées de jugement et de critique qui peuvent nous traverser l'esprit. Bah, tout ça, c'est pas si simple. Hein. C'est facile à dire, voilà, j'ai tout dit en 3 phrases. Mais à mettre en place, ça n'a rien d'évident. C'est un travail. C'est un travail dans lequel vous êtes guidé. Est-ce que des pensées, Céline, est-ce que des pensées obsessionnelles sur la non-perte de poids peuvent physiologiquement bloquer l'organisme? Alors, ça peut bloquer, mais pas physiologiquement. Ça bloque psychologiquement. Pour quelle raison? C'est que au moment du repas, l'attention va être totalement accaparée par la question du poids. Je vais jamais réussir à maigrir, je vais continuer à grossir, je vais finir ma vie comme une grosse avec ses chats, toute seule, abandonnée de tous, etc. Voilà où va être l'attention pendant le repas. Elle sera plus du tout sur les sensations alimentaires, donc il n'y aura pas non plus de rassasiement, et on aura des repas qui seront beaucoup plus importants que si j'étais complètement détaché et détendu. Donc là, dans ces situations-là, eh ben, il faut apprendre à mettre ces pensées négatives de côté et se concentrer sur les sensations alimentaires. Alors, ce que font souvent les gens, parce que c'est très difficile, on leur explique que pour obtenir du rassasiement, il faut être concentré sur les sensations alimentaires. Donc, ils essayent, et là, ils s'aperçoivent qu'en se concentrant sur leurs sensations alimentaires, ils sont confrontés à des tas de pensées stressantes aussi, en même temps. Voilà. Donc, du coup, pour pas s'infliger ces pensées stressantes, ils vont se couper complètement de tout ce qu'ils ressentent. Donc, à la fois les pensées et à la fois les sensations. Et là, on perd le rassasiement. Et donc là, alors là, évidemment, ça fait pas nos affaires parce que du coup, en perdant le rassasiement, évidemment, on mange plus. Et ça fait pas du tout l'affaire. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est finalement, je dis souvent cette expression, c'est que là, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, c'est les sensations. Et l'eau du bain, c'est les mauvaises pensées. Donc, il faut réussir à jeter les mauvaises pensées, à les tenir à distance, mais sans se couper de ses sensations. Alors là, on a des exercices pour ça. Je dis ça comme ça a l'air facile, mais en fait, ce sont des exercices particuliers qui permettent finalement de faire le tri, de réussir à tenir à distance les pensées négatives, mais sans se couper de ces sensations alimentaires qui produisent le rassasiement. Voilà. Et comme ça, on arrive à s'en sortir. Alors, comment croire que l'on peut retrouver un poids d'équilibre
au démarrage d'un programme, quand on a du mal à perdre du poids, surtout après 50 ans. Bon. Alors, il n'y a pas d'âge pour retrouver son poids d'équilibre. Si on est au-dessus de son poids d'équilibre, on peut le retrouver à n'importe quel âge. Voilà. Ma fameuse doyenne dont je parlais, que j'adore, de 73 ans, elle a perdu beaucoup de poids à 73 ans. Et comme elle était dans le contrôle depuis toujours, ben elle n'a jamais réussi à perdre du poids durablement. Perdre du poids pendant 6 mois ou 1 an, ça, elle a toujours réussi, comme beaucoup. Puis d'ailleurs, avec les années, elle n'arrive même plus. Elle n'arrive même plus à se mettre au régime. Il y avait cette espèce d'usure du contrôle. Bon, et donc effectivement, elle n'arrivait plus à maigrir, un peu comme vient de le décrire Caro. Mais comme elle était au-dessus de son poids d'équilibre, bah, même à 73 ans, il n'y a pas de raison, on peut le retrouver. Alors, Gracia, est-ce qu'un burn-out ou une dépression peuvent dérégler les sensations de plaisir et le rassasiement? Oui. Ah oui, là vraiment. Le burn-out et la dépression, ça peut faire manger beaucoup plus. Ça peut faire manger beaucoup moins aussi, mais ça peut faire manger beaucoup plus. Et ça peut altérer le rassasiement. Le burn-out, c'est vraiment une destruction du cerveau. C'est-à-dire qu'on n'a plus de cerveau, quoi. On a un cerveau littéralement empuré et on n'arrive plus à se concentrer sur rien du tout, quoi. On est complètement coincé dans ses pensées au point d'en avoir mal à la tête et d'avoir l'impression que la tête va exploser. C'est ça, ça ressemble à ça, un burn-out. Donc là, c'est compliqué de se concentrer sur quoi que ce soit. Les gens qui ont un burn-out, ils se concentrent plus sur rien. Ils ne peuvent pas se concentrer sur un film, sur une lecture, sur un travail, sur plus rien. Et ben ils ne peuvent pas non plus se concentrer sur eux quand ils mangent. Et là, ils perdent, encore une fois, ils vont perdre leur rassasiement. Donc quelquefois, la priorité, c'est de traiter le burn-out. Voilà. Sylvie demande si on peut faire baisser le poids d'équilibre avec du sport. Ben, pas vraiment. Non, enfin, pas vraiment. Non, je veux dire les choses franchement. Non, pas du tout. On ne peut pas faire baisser le poids d'équilibre avec le sport. En revanche, avec le sport, on peut momentanément, le temps qu'on fait du sport, passer sous le poids d'équilibre, mais à condition de faire des doses massives de sport. C'est pas le sport de tout le monde. C'est pas 1 ou 2 séances de jogging par semaine ou une ou 2 séances en salle par semaine. C'est plusieurs heures par jour. Et là, on peut effectivement passer sous son poids d'équilibre, mais qui peut consacrer 3 heures de son temps tous les jours à faire du sport, et puis combien de temps? C'est pour ça que les sportifs on a tant de problèmes de poids chez les sportifs de haut niveau au moment où ils vont arrêter la compétition. Parce qu'ils arrêtent, ils n'ont plus les mêmes volumes d'entraînement, évidemment. Ça, c'est une question à laquelle comment pourrait-il y avoir finalement une réponse? J'aimerais savoir comment rester motivé dans ce programme qui demande d'être patient. Comment répondre à ça? Il y a des choses qui demandent du temps, certaines choses ne nécessitent pas beaucoup de temps, et certaines choses nécessitent beaucoup de temps. Tout dépend de ce qu'on veut. Si vous voulez planter un chêne dans votre jardin, mais que vous voulez qu'il pousse dans la nuit, c'est pas la peine. Il vaut mieux mettre de la pelouse, mettez du gazon en rouleau. Et là, vous l'avez dans la nuit. On peut pas faire autrement. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui n'en prennent pas. Donc, si on veut faire des choses qui prennent du temps, on doit prendre son temps. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que Hélène demande, le poids d'équilibre peut être dans la zone de surpoids? Oui, malheureusement, il peut être dans la zone de surpoids et même dans la zone d'obésité. C'est ce qui se passe pour les obésités sévères. Dans les obésités massives, les gens ils ont complètement déréglé leur poids d'équilibre. Et ça, il faut le savoir. Même quand on fait la chirurgie bariatrique, la chirurgie bariatrique ne modifie pas le poids d'équilibre. Elle fait passer sous le poids d'équilibre.
Elle permet de manger moins, mais sans souffrir de la faim. En fait, on parle de chirurgie métabolique. Ce sont des chirurgies coupe-faim. Elles font passer sous le poids d'équilibre. Elles ne le changent pas. On ne change jamais ce poids d'équilibre. On peut passer en dessous, plus ou moins durablement. Et la chirurgie, c'est une manière de passer durablement sous le poids d'équilibre. Mais ça ne concerne que des personnes qui ont des obésités très importantes. Et donc, oui, pour répondre très clairement à la question, le poids d'équilibre peut être dans la zone du surpoids et dans la zone d'obésité, et même dans la zone d'obésité massive. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de questions. J'ai répondu à autant de questions que j'ai pu. J'espère vous avoir apporté des réponses. Donc là, on arrive au terme de notre webinaire. J'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté de l'aide en répondant à certaines de vos questions. J'ai pas pu répondre à tout, mais bon, heureusement, on a d'autres occasions. J'étais encore une fois très content. Pour moi, c'est une expérience nouvelle et c'est très agréable cette formule. J'espère que pour vous, ça l'est autant que pour moi. Je vous remercie de votre participation. Vous avez été nombreux et puis vous avez été très actifs en posant beaucoup de questions, ce qui est vraiment très intéressant et très stimulant. Voilà, donc je vais vous quitter et vous donner rendez-vous dans 15 jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bon appétit et n'oubliez pas de bien déguster tout ce que vous mangez. À très bientôt.